Oliver Twist, chapitre 11. La fuite de Sikes. Monsieur Brownlow rencontre enfin celui qu'il cherchait. Le soleil qui ramène à l'homme la vie et l'espérance se levait sur la populeuse cité de Londres. Il inondait à flots la chambre où gisait la femme assassinée. Le meurtrier n'avait pas bougé de place. Il y avait eu un gémissement et un mouvement d'une main, et avec une rage qu'augmentait la terreur, il avait frappé et frappé encore. Pendant un moment, il avait posé une couverture sur le cadavre. Mais c'était pire de s'imaginer que, dessous, les yeux de sa victime se tournaient vers lui. Il l'avait retiré, et le cadavre était là, de la chair et du sang, rien d'autre. Mais quelle chair et tant de sang! Il battit le briquet, fit du feu et y jeta le gourdin. Puis il se lava les mains et brossa ses vêtements. Il y avait des taches qu'il ne parvint pas à effacer. Il coupa les endroits salis et les mit au feu. Pendant tout ce temps, il n'avait pas tourné le dos au cadavre. Il alla jusqu'à la porte en reculant et la ferma et sortit de la maison. Il regarda la fenêtre pour vérifier qu'on ne voyait rien de dehors. Le rideau était toujours baissé. Elle avait voulu le lever pour faire entrer le soleil. Elle était juste là, derrière. Mon Dieu, comme il y avait du soleil qui voulait entrer. Il siffla le chien et s'éloigna à grandes enjambées. Il traversa Islington et gravit la colline de Hitgate. Mais en se déplaçant à l'aventure sans savoir d'avance où aller, il prit à droite, suivit un sentier à travers champs, longea Canwood, puis, après avoir traversé la route qui va de Highgate à Hampstead, gagna les champs de North End et se coucha le long d'une haie. Il s'endormit. Bientôt il fut debout et en marche, non plus vers la campagne, mais vers la ville, sur la grande route, puis il fit demi-tour, passa par des prés qu'il avait déjà traversés, montant puis descendant, se dissimulant dans des fossés herbeux, pour se reposer, se remettant en route, puis arriver ailleurs, et de là recommencer à errer. Où trouver un endroit assez rapproché et pas trop fréquenté pour manger et boire. Il se dirigea du côté de Hendon, tantôt à grands pas, tantôt en traînaillant, à la vitesse d'un escargot. Mais une fois là, les gens et jusqu'aux enfants semblèrent le regarder d'un air soupçonneux. Il fit marche arrière, sans avoir eu le courage d'acheter quoi que ce soit, bien qu'il n'ait rien mangé depuis des heures. La matinée et l'après-midi avaient passé, le jour déclinait, et il allait toujours de droite et de gauche, pour revenir toujours au même endroit. Enfin, il s'éloigna et se dirigea vers Hatfield. Il était 9 heures du soir, quand l'homme, à bout de force, et le chien qui boitait, entrèrent dans un pub pour y boire et y manger. Il y avait quelques paysans qui buvaient de la bière. Il s'installa à l'écart, but et mangea. Il allait s'endormir quand un homme entra. « Quoi de neuf en ville, Benjamin ?» lui demanda le tenancier. « On parle d'un assassinat du côté de Spitalfields, une femme. » Sikes ne voulut pas entendre davantage. Il se leva et s'éloigna. Laissant le village derrière lui, il s'enfonça dans les ténèbres de la grande rue. Mais très vite, il se sentit gagné par un sentiment de terreur. Tout devant lui prenait une apparence effrayante, mais ses craintes n'étaient rien face à l'épouvante que lui causait l'image du corps ensanglanté du matin qui marchait sur ses talons. Il pouvait en distinguer les moindres détails dans l'ombre et sentir combien il était raide quand il avançait.
Il entendait le bruit des vêtements frôlant les feuilles. Il entendait l'ultime cri qu'elle avait poussé. S'il s'arrêtait, la vision faisait de même. S'il courait, le fantôme ne lui courait pas après. Ça aurait été une consolation. Il était porté en avant par un vent soufflant au ras du sol. Parfois, il se tournait pour faire face, mais son sang se glaçait dans ses veines, car il faisait demi-tour en même temps pour se trouver de nouveau derrière lui. Dans un hangar non loin de la route, il s'abrita pour la nuit. Il n'était plus capable de faire encore un pas. Mais quand il se fut installé le long du mur, il dut subir une autre torture. Ses yeux glauques et grands ouverts, que le matin il avait préféré voir plutôt que de les imaginer, sous la couverture, apparurent au milieu des ténèbres. Il n'y en avait que 2, mais ils étaient partout. Il bondit hors du hangar. La silhouette sanglante était là. Il rentra de nouveau pour retrouver les yeux qui l'attendaient. Il resta ainsi à trembler de tous ses membres, en proie à une terreur que nul n'aurait pu décrire. De la sueur froide s'échappant en abondance de tous ses pores, jusqu'à ce qu'il perçoive les premières lueurs du matin. Il prit la décision de revenir à Londres. Au moins, songea-t-il, j'aurai quelqu'un à qui causer. En plus, ils penseront pas forcément à m'y chercher, s'ils me croient loin. Et puis, je forcerai le vieil avare à lâcher de quoi passer en France. Cette décision arrêtée, il se mit en devoir de regagner la ville, par les chemins les moins fréquentés. Quand il n'en fut plus très loin, il décida d'attendre la nuit qui lui permettrait de passer inaperçu. Restait une question à résoudre, le chien. On avait sûrement précisé qu'il avait suivi son maître. Il risquait de le faire repérer. Il résolut de le noyer et chercha une mare. Au passage, il ramassa une grosse pierre et la noua à son foulard. Le chien suivit son maître du regard tout le temps qu'il se livra à ses préparatifs, mais en restant loin de lui. Et quand l'homme s'arrêta au bord d'une mare et l'appela, il se coucha et demeura immobile. « Viens ici, vermine !» dit le voleur. Le chien remua la queue, mais ne bougea pas. L'homme se dirigea vers lui, le chien s'enfuit en courant et disparut. L'homme l'appela, l'attendit un moment, puis, content de s'en être débarrassé, d'une façon ou d'une autre, se remit en marche. Pendant ce temps, M. Bronslow descendait d'un fiacre, accompagné de 2 hommes robustes, qui extirpèrent un 3e individu de la voiture et le firent entrer de force dans la maison. « Il sait à quoi s'attendre, » dit M. Brownlow aux 2 hommes. « Restez dans la rue, devant la porte. S'il ressort seul, attrapez-le et livrez-le à la police comme escroc et comme faussaire. »« De quel droit osez-vous me traiter ainsi ?» dit l'homme dont il était question, et qui n'était autre que Monks. « Libre à vous d'aller vous placer sous la protection de la loi, » répliqua M. Brownlow. « Mais avant, réfléchissez bien. »« C'est bon, dit Monk, en ôtant son chapeau. Mais voilà une belle façon de me traiter, pour le plus vieil ami de mon père. »« C'est parce que j'étais l'ami de votre père que je suis prêt à vous épargner. Édouard Lyford, même si vous êtes indigne de ce nom. Je ne vois pas ce que le nom peut avoir à faire là-dedans. C'est le sien, à elle, cette sœur unique de votre père, sur qui vous reposez tous les espoirs du bonheur de ma jeunesse. Elle que j'ai menée au tombeau la veille du jour fixé pour nos noces. Malgré tant d'années qui ont passé, je me souviens de l'émotion
qui était la mienne quand je l'entendais prononcer ce nom. « Cela était bien beau, dit Monk. Mais où voulez-vous en venir? Vous avez un frère, dit M. Brownlow, en maîtrisant son émotion. Vous savez bien que j'étais fils unique. Je sais que sa famille força votre père à se marier alors qu'il était très jeune, et que vous êtes le seul fruit de ce mariage malheureux. Je sais aussi que cette union fut pour lui une longue série de souffrances, et que finalement vos parents se séparèrent. Votre mère trouva des distractions sur le continent et parvint à y oublier son époux. Lui resta en Angleterre, où il se fit de nouveaux amis, ce que vous savez. Non, dit Monks, en frappant rageusement du pied. Votre réaction et vos agissements prouvent le contraire. Ses nouveaux amis étaient un officier de marine à la retraite et ses 2 filles. L'aînée, âgée de 19 ans, était belle comme le jour. La seconde n'avait guère que 2 ou 3 ans. Votre père était encore jeune, puisqu'on l'avait forcé à se marier à juste 16 ans. Au bout d'1 an, il avait contracté des engagements solennels envers la jeune fille pure et naïve, dont il était la première passion. Finalement, le riche parent à qui on avait sacrifié le bonheur de votre père mourut. Il fallut que votre père parte pour Rome, où le vieillard laissait des affaires embrouillées. Il s'y rendit à contre-cœur, y contracta une maladie mortelle, y fut rejoint par votre mère, qui vous avait emmené. Le lendemain de votre arrivée, il mourut. Lyford ne soufflait plus pour manifester son impatience. Seulement avant de partir, il me rendit visite. Il me laissa parmi d'autres choses un portrait de la jeune fille qu'il aimait. Il me fit part également de son intention de réaliser sa fortune, d'en verser une partie à sa femme et à vous, puis de s'expatrier pour toujours. J'ai deviné qu'il ne partirait pas seul. De fait, il m'avoua, mais de manière assez incohérente, qu'il avait déshonoré une famille et qu'il m'en dirait plus long à son retour. Hélas, ce fut ce jour-là que je le vis pour la dernière fois. Par la suite, je me rendis sur les lieux de son coupable amour. La famille avait quitté le pays depuis 8 jours. Ils étaient partis pendant la nuit. Nul ne put me dire où ni pourquoi. Lyford se mit à respirer beaucoup plus librement. Cependant, quand votre frère fut sauvé par moi de l'infamie... « Quoi » s'écria Lyford en tressaillant. « Eh oui, reprit M. Brownlow, je vois que mon récit finit par vous intéresser. Alors que cet enfant, donc, était chez moi, je fus frappé par sa ressemblance avec le portrait. Mais je n'ai pas besoin de vous dire comment il fut enlevé, avant que j'aie pu l'interroger sur son histoire. Et pourquoi cela, monsieur? Parce que vous le savez mieux que moi. Vous n'avez aucune preuve contre moi. Nous verrons. J'avais perdu le garçon de votre mère, et votre mère était morte. Vous restiez la seule personne capable d'éclaircir ce mystère. La dernière fois que j'avais entendu parler de vous, vous étiez aux îles. J'ai fait le voyage. Vous étiez parti, et on vous supposait à Londres. Je suis donc revenu en Angleterre, où je vous ai fait rechercher. J'ai bientôt appris quelle compagnie avait vos préférences. Jour et nuit, j'ai visité les cabarets et les bouges, les plus infâmes qui étaient vos lieux de prédilection, mais pas moyen de mettre la main dessus. Jusqu'à ce qu'enfin mes efforts soient récompensés. « Eh bien, je suis ravi de faire votre connaissance, » dit Monks en saluant. « Seulement fraude, escroquerie. Ce sont de grands mots que justifient, selon vous, la ressemblance d'un vagabond avec un tableau. Un frère?
Vous ne savez même pas si ce couple a eu un enfant. J'ai tout appris. Vous avez un frère, vous le savez. Il y avait un testament, votre mère l'a détruit. Elle vous l'a avoué. Et aussi qu'il y avait un enfant. Vous avez reconnu Oliver quand vous l'avez rencontré, à cause de sa ressemblance avec votre père. Vous avez découvert où il est né. Il existait des preuves de sa naissance et de ses origines, un médaillon et un anneau que le bedeau avait subtilisés à la vieille sage-femme. Ces preuves, vous les avez détruites. Vous l'avez dit à votre complice, Fagin. Et maintenant, fils dénaturé, lâche, menteur, dont les manœuvres ont causé la mort de quelqu'un qui te voulait 1000 fois, oseras-tu encore me braver? Tremble, Édouard Lyford. Pas un seul de tes propos, pas un seul de tes gémissements ne m'est inconnu, car les ombres que tu as vues sur les murs, pendant que tu préparais tes crimes, sont venues me raconter tes secrets. Un meurtre a été commis, et tu en es moralement le responsable. J'ignore ce qu'il s'est passé, répondit Lyford, visiblement très ébranlé. Je crois qu'il s'est agi d'une banale dispute. C'était pour avoir révélé une partie de vos secrets, dit M. Brownlow en soupirant. Et maintenant, êtes-vous prêt à écrire de votre main le récit de tout ce que vous avez fait pour perdre Oliver? J'y suis décidé, dit Mons, assez piteusement. Un dernier point. Si vous le faites, vous serez quitte. De quoi s'agit-il? De restituer à l'enfant la fortune qui était la sienne. Alors que Lyford, entre crainte et haine, réfléchissait aux moyens d'éluder la proposition qui lui était faite, le docteur Lobsbern entra. « L'homme sera capturé ce soir, dit-il. On a vu le chien près d'un de leurs repères. Le maître s'y trouve aussi, ou n'est pas loin. La police veille de tous les côtés. Il n'a plus une chance d'en réchapper. Et Fagin? S'il n'est pas déjà pris, ce sera le cas d'une minute à l'autre. Alors, demanda M. Brownlow à Lyford, votre décision? Je ferai tout ce que vous m'avez demandé. Et s'approchant du bureau, il se mit en devoir d'écrire.